Je l'ai appelé et j'ai annoncé que j'étais déjà énervée avant même de rentrer chez moi. Le travail avait été un enfer et je venais d'envoyer un autre virement de $300 pour couvrir la facture de taxes foncières qui avait été oubliée, encore une fois. Ma sœur avait le culot de me texter ce matin-là pour me demander si je pouvais mettre un peu d'argent pour son nouvel ordinateur portable, car apparemment celui que je lui avais offert l'année dernière était déjà dépassé. Non, s'il vous plaît. Non merci. Juste attendu comme toujours. Je n'ai pas vécu comme ça pour rien. Je ne me suis pas tuée à la tâche en travaillant des heures supplémentaires, en réparant cette maison, en remplaçant des toits, en réparant la plomberie, et en couvrant les frais de scolarité de ma sœur pour qu'il me traite comme un distributeur automatique de billets jetables. Et je ne l'ai certainement pas fait pour me faire marcher dessus par une famille qui ne m'a jamais respectée. Ils n'ont jamais mérité l'aide que je leur ai apportée. Premièrement, ils étaient censés s'aider eux-mêmes. Deuxièmement, ils étaient censés me soutenir quand j'en avais besoin, mais ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ils me traitaient comme un générateur de secours, silencieux, toujours en marche en arrière-plan, seulement remarqué quand le courant tombait en panne. Quand je suis entrée dans la maison cet après-midi-là, je me sentais déjà bizarre. Il n'y avait aucun bruit habituel, pas de télévision, pas de bavardage, aucun son de mon père jurant aux nouvelles. Juste un silence comme celui qui suit quelque chose qui a été planifié dans votre dos. Je me suis dirigée dans le couloir vers ma chambre, m'attendant à déposer l'adaptateur de robinet que j'avais pris pour la cuisine. Mais au moment où j'ai franchi le seuil, mon cœur s'est arrêté. Ma chambre était dévastée. Pas juste nettoyée, pas juste réorganisée, dévastée. Le lit dans lequel j'avais dormi depuis mes 15 ans, disparu. Mes étagères vides. Les photos, la stupide lampe à lave que mon ex m'avait donnée pour rire. Le vieux sweat à capuche que je gardais sur la chaise, tout avait disparu. Et dans mon lit, à ma place, ma sœur dormait. Sac à maquillage ouvert sur la table de chevet, son parfum dans l'air comme une gifle, comme si c'était le sien depuis le début. Je suis restée là une seconde à essayer de comprendre ce que je regardais. J'ai pensé que peut-être quelque chose s'était passé. Peut-être qu'il rénovait. Peut-être qu'il y avait une raison. Puis ma mère s'est avancée derrière moi et a dit froidement, comme si elle commentait la météo. Nous avons voté. Tu ne vis plus ici. C'est tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi, je suis restée là à regarder la fille pour qui j'avais acheté des manuels, qui se moquait de moi chaque fois que je refusais ses dépenses. Maintenant, ronflant paisiblement dans la chambre que j'avais payée. Je me suis retournée, j'ai descendu le couloir, j'ai attrapé mon vieux sac de sport dans le placard, et j'ai emballé ce qu'il n'avait pas touché. Quelques vêtements, quelques documents, mon chargeur, mon passeport. J'avais quelques économies sur mon compte courant, et un pote avec un canapé libre. C'était tout ce dont j'avais besoin. Personne n'a rien dit pendant que je partais. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas juré ni crié. Je n'ai pas demandé pourquoi, parce que je savais déjà. Il ne me respectait pas. Il ne l'avait jamais fait. J'avais passé des années à prétendre qu'être celui sur qui on pouvait compter me vaudrait un jour une place à table, ou au moins un peu de respect. Mais il ne s'agissait pas d'être juste, loyal ou même décent. Il s'agissait de pouvoir. J'en avais et il me détestait pour ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas pensé à y retourner. Ce à quoi j'ai pensé, c'est à quel point ils prenaient tout pour acquis. Toutes les factures qu'ils n'ont jamais payées. Toutes les fois où je les ai tirées d'affaire. Le prêt commercial pour lequel j'ai co-signé pour mon père. Les réparations que j'ai payées pour que la maison ne s'effondre pas. La facture, les courses, le chauffage en hiver. Et maintenant, ils m'avaient voté dehors. Très bien. Qu'ils apprennent ce que c'est sans moi. Qu'ils apprennent parce que la prochaine fois qu'ils viendraient en rampant, et je savais qu'ils le feraient, je ne leur claquerais pas la porte au nez. Je la laisserais ouverte, mais je m'assurerais qu'ils regrettent de l'avoir franchie. Les 2 premières semaines après mon départ furent un silence total. Pas d'appel, pas de message, même pas un paresseux, j'espère que tu vas bien. Juste parti. Comme si je n'avais jamais existé. Je m'attendais à ce que ma mère m'appelle en panique quand elle réaliserait que j'avais retiré mon nom des factures de service public.
Je leur avais donné 5 jours de préavis. Légalement, je ne leur devais rien de plus. J'avais également arrêté les paiements automatiques. Qu'ils voient ce que coûtaient les courses sans moi. Justine m'a laissé dormir chez lui, sans poser de questions. Nous n'étions même pas si proches. Nous avions juste travaillé ensemble quelques fois sur des chantiers de construction, mais il a dit que son canapé était à moi tant que j'en avais besoin. Ce canapé est devenu l'endroit le plus paisible que j'ai connu depuis des années. Je me suis retrouvée à regarder mon téléphone parfois, pas parce que je voulais y retourner, mais parce que je voulais voir combien de temps ils allaient tenir avant de réaliser qu'ils avaient fait une erreur. Une semaine passa, puis 2, toujours rien. Je suis allée travailler, j'ai économisé mon argent, j'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai recommencé à dormir. Je m'y suis habituée. Le calme, personne ne demandant d'argent, pas de culpabilisation, pas d'urgence nocturne, plus de vos conférences moralisatrices égoïstes. Quand j'ai dit que je ne voulais pas acheter une autre paire de baskets à ma sœur ou payer une autre réparation pour une voiture, personne ne s'est plaint. Vers la 3e semaine, j'ai reçu un message de mon cousin. Derek a dit qu'il avait entendu que j'avais déménagé soudainement et m'a demandé si j'allais bien. Je suis restée bref, lui disant juste que j'allais bien, que je prenais de la distance. Il n'a pas insisté, mais sa formulation m'a fait réfléchir, déménager soudainement. Cela signifiait qu'ils étaient déjà en train de manipuler la situation. Ils ont probablement dit à tout le monde que j'étais juste fatiguée et que j'avais besoin d'une pause. Pas qu'ils m'avaient expulsée de ma propre satanée maison. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais pas laisser passer ça sans rien dire. Je me suis mis au travail. D'abord, j'ai appelé la compagnie de carte de crédit et j'ai retiré mon nom de la carte d'urgence que mon père avait pour l'essence. Il s'est avéré qu'il avait accumulé près de 1100 $ sur cette chose. Fast-food, cigares, une location de week-end à Traverse City. Je l'ai annulé sans rien dire. Puis le compte joint pour lequel j'avais été trompée pour co-signer juste pour les urgences, disparu. J'ai transféré mon argent dans une nouvelle banque. Il ne s'en rendrait même pas compte avant quelques semaines, jusqu'à ce que quelques paiements automatiques commencent à être rejetés. Les services publics de la maison ont été entièrement basculés sur leur nom. Je me suis assuré que les entreprises avaient leurs coordonnées mises à jour. Plus de factures à mon nom. Plus de notices de retard transférées à mon email. J'en avais fini de nettoyer leur désordre. Puis j'ai attendu. Ils ont tenu bon jusqu'au 4e mois. Noël est passé sans rien. Pas de message, pas d'invitation, même pas un SMS. C'était pathétique. Honnêtement, j'avais acheté cet arbre l'année dernière. J'ai acheté tous les maudits cadeaux sous celui-ci et maintenant j'étais le fantôme. En janvier, j'ai reçu un appel de ma mère. La première depuis qu'elle m'avait dit que je ne vivais plus là. Je l'ai laissé sonner, puis un autre, puis un autre. En février, elle avait laissé 17 messages vocaux, tous commençant de la même manière. Liam, nous devons parler. Puis sont arrivés les textos. Puis ma sœur a commencé à me laisser des messages aussi. Et en mars, j'ai commencé à entendre des choses de la part de proches sur le fait que la maison avait besoin de réparations majeures après qu'une conduite ait éclaté dans la buanderie. Que l'entreprise de mon père avait subi un coup dur et qu'il était en retard sur les paiements. Que ma sœur avait abandonné son dernier semestre et était rentrée à la maison pour restructurer ses objectifs. En avril, j'ai reçu le premier message vocal qui commençait par quelque chose de nouveau. Nous avons fait une erreur. Puis un autre. Nous avons fait une erreur et un autre. Début mai, j'avais 59 messages vocaux, tous commençant de la même manière. Nous avons fait une erreur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de les rappeler, mais pas pour aider. Du moins, pas de la manière dont ils l'imaginaient. J'ai attendu mercredi pour le faire. Milieu de semaine, milieu de journée. Je savais qu'ils seraient tous à la maison. Ma mère quittait à peine la maison maintenant. Mon père n'avait pas travaillé depuis que l'entreprise avait commencé à s'effondrer. Et ma sœur y vivait de nouveau comme si elle possédait l'endroit. Le téléphone a à peine sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. J'ai entendu son souffle s'accrocher dans sa gorge, comme si elle n'était pas sûre que c'était vraiment moi. Puis elle a attaqué droit au but. Longues phrases interminables sur la façon dont les choses n'étaient plus les mêmes.
Comment ils me manquaient. Comment ils avaient tous eu le temps de réfléchir. Je les laissais parler, non pas parce que je me souciais de ses excuses, mais parce que je voulais entendre jusqu'où elle irait pour essayer d'avoir l'air désolée sans jamais admettre ce qu'ils avaient fait. Quand elle a finalement arrêté, je lui ai dit que j'aiderais. Le silence de l'autre côté était épais. Puis elle a expiré comme si elle retenait son souffle depuis le début. J'ai ajouté une seule condition, uniquement à mes conditions. Elle a hésité, mais bien sûr, la réponse est venue. Oui, n'importe quoi. Dis-nous juste ce dont tu as besoin. J'ai dit que je rappellerai avec des instructions. Le soir suivant, je l'ai fait. Cette fois, ma sœur était aussi au téléphone. Mon père ne parlait pas, il grommelait simplement en arrière-plan. J'y suis allée lentement, m'assurant que chaque mot portait. Premièrement, pas d'argent avant qu'il ne fasse exactement ce que je demandais. Pas un centime. Deuxièmement, je voulais une réunion de famille complète, pas seulement nous 4. Tout le monde, oncle, tante, cousin, les mêmes personnes qui roulaient des yeux quand je sautais les vacances, ceux qui croyaient tous les mensonges sur moi étant égoïstes ou distants. Je voulais des témoins. Troisièmement, je voulais de vraies confessions verbales, pas des SMS à moitié sincères, une prise de responsabilité complète, que j'avais dit à ma mère qu'elle se lèverait et lirait une liste écrite que je lui enverrais. Chaque chose majeure qu'elle a faite ou laissé se produire sous son toit. Aucune modification, aucune édition. Ma sœur ferait de même, admettant chaque insulte, chaque manipulation. Chaque fois qu'elle m'utilisait pour de l'argent tout en prétendant que j'étais inférieure à elle. Mon père ne parlerait pas parce que le silence était ce qu'il faisait de mieux. Il resterait assis et écouterait. Ils sont restés silencieux un moment. Puis ils ont accepté, non pas parce qu'ils comprenaient, mais parce qu'ils pensaient que c'était un accord. S'embarrasser brièvement, obtenir l'argent après. Ils n'avaient aucune idée du point. 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Un dimanche après-midi chaud, des chaises pliantes dans le jardin, de la musique bon marché, des collations faibles. Les mêmes parents qui me faisaient autrefois la leçon sur le respect étaient maintenant agités, déjà mal à l'aise sans savoir pourquoi. Ma mère est passée en premier, tenant le papier que j'avais envoyé. Elle a regardé autour d'elle puis a commencé à lire. J'ai laissé mon fils payer la plupart des factures ménagères sans contribuer. J'ai laissé ma fille vivre gratuitement pendant qu'il luttait. Je l'ai encouragé à se moquer de lui. Je l'ai traité de dramatique quand il a demandé un respect de base. J'ai voté pour le virer de la maison qu'il soutenait. J'ai trahi sa confiance. Le silence était brutal. Certains parents détournaient le regard. D'autres regardaient comme si c'était un accident de voiture. Ma sœur a lu ensuite. J'ai appelé Liam un perdant, un fric, un robot. Je lui ai dit que personne ne l'aimait. Je lui ai volé. J'ai utilisé sa voiture sans demander. Il a payé mes études et je me suis moqué de lui derrière son dos. J'ai dit qu'il n'avait pas de vie alors qu'il s'assurait que j'en avais une. J'ai dit que je méritais mieux. J'avais tort. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolée. Pas faux, pas désinvolte. La chose la plus proche du vrai qu'elle pouvait gérer. Puis est venue la question, alors, ça veut dire que tu vas nous aider maintenant ? Je les ai regardés. Ma mère pâle et secouée, ma sœur rougit, mon père évitant le contact visuel. J'ai souri. Je vous tiendrai au courant. Puis je suis partie. Ils pensaient que c'était fini, que l'argent arrivait. Ils avaient tort. Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait de contrôle. Et pour une fois, j'avais tout. 2 semaines plus tard, ma mère a de nouveau appelé, demandant si j'avais traité tout, si j'étais prêt à envoyer l'argent. Elle a essayé de paraître douce, comme si c'était une guérison. J'ai failli rire. Je lui ai dit que j'avais d'abord besoin de preuves. Des relevés bancaires, des factures, des documents, des preuves que l'entreprise était réellement en difficulté. Elle a hésité, puis m'a envoyé 3 PDF, et une photo d'une conduite cassée. Que c'était pire que ce que j'imaginais. L'entreprise ne se contentait pas de lutter, elle saignait. Mon père avait contracté un prêt avec des intérêts exorbitants. La maison était en pré-saisie. Le four que j'avais autrefois payé n'avait jamais été entretenu.
La conduite éclatée avait inondé le sous-sol. La moisissure s'installait déjà. Cela coûterait des dizaines de milliers et ils n'avaient rien à faire. Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre, que j'y réfléchirais. Peut-être leur donner une nouvelle chance. Mais j'ai ajouté quelque chose de nouveau. Cette fois, ils viendraient à moi. Pas une réunion dans le jardin. Pas un appel téléphonique, en personne. Je leur ai donné une adresse, un petit immeuble de bureau juste à l'extérieur de la ville, une salle de conférence. 1 heure dans un cadre professionnel. Pas de nourriture, pas de famille, pas de distraction. Ils sont arrivés à l'heure, mieux habillés que d'habitude. Ma sœur portait même le blazer que je lui avais acheté autrefois. Ils se sont assis en face de moi, s'attendant à un chèque. Au lieu de cela, j'ai fait glisser un contrat sur la table. Il exigeait des publications publiques reconnaissant la vérité. Des lettres d'excuses manuscrites à la famille, une promesse de ne plus jamais me demander d'argent, et une déclaration notariée renonçant à leurs droits sur mon héritage. Mon père s'est levé, a qualifié cela d'humiliant. Je leur ai dit de le ramener à la maison et d'y réfléchir. Ils sont partis en silence. Des semaines plus tard, mon cousin Derek m'a envoyé des captures d'écran, ceux de ma mère, de ma sœur, même de mon père, mot pour mot. Puis ma mère a appelé. Ils avaient tout signé. Et puis elle a demandé quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre, emménager avec moi de façon permanente. Je l'ai laissé en silence avant de lui dire la vérité. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y en a jamais eu. J'avais déjà utilisé l'héritage pour construire ma propre vie. Ils étaient seuls et j'étais libre. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, un fil de main entre mes parents et mon oncle Marc. Ils complotaient une action en justice, essayant de prétendre que j'avais mal géré l'argent de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais tout documenté. Reçus, virements, réparations, factures, tout était soigneusement archivé. J'ai envoyé le dossier à mon oncle en copiant toute la famille. Aucune explication nécessaire. Le lendemain, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages. Nous n'avions aucune idée. Et puis est venu l'appel final de Jared, un comptable que je connaissais autrefois et que j'ai découvert que mon père m'avait listé comme partenaire silencieux sur un prêt sans ma permission, utilisant mon crédit pour garantir la dette. Je suis allé directement voir un avocat et j'ai déposé une plainte. Usurpation d'identité, faux documents, rupture de confiance. Peu de temps après, ma sœur m'a laissé un message vocal en pleurant, disant que la maison pourrait être saisie, me suppliant d'arrêter. Je n'ai pas répondu. J'avais passé toute ma vie à survivre pendant qu'ils me vidaient. Et maintenant, ils faisaient enfin face à ce que cela signifiait. Ils ont essayé une dernière fois, se présentant à mon immeuble avec des papiers en main, demandant non pas de l'argent, mais une clôture. Je ne les ai pas fait entrer. J'ai attendu qu'ils aient fini de parler, puis j'ai dit la seule chose qui restait. Vous avez voté, souvenez-vous, et je suis rentré. Ce fut la dernière fois que je les vis. La maison fut saisie, l'entreprise dissoute, le nom de mon père oublié. Ma sœur travaille maintenant à l'accueil, postant toujours de faux sourires. Ma mère est restée silencieuse après ce jour. Plus de messages vocaux, plus d'excuses. Peut-être qu'elle a réalisé que ce n'était jamais une erreur. C'était un choix. Quant à moi, j'ai déménagé dans un condo tranquille, construit une nouvelle vie, trouvé de vrais amis. Je voyage. Je me réveille en paix. Je ne sursaute pas aux appels téléphoniques ou aux culpabilisations. La clôture n'est pas venue de leurs excuses. Elle est venue quand j'ai arrêté de les avoir besoin. La distance n'est pas froide. C'est propre. Ils disent toujours que j'ai changé. Ils ont raison. Je l'ai fait, mais pas pour eux, pour moi. Et cela suffit.